mardi, le député Thierno Alassane Sall est rentré chez lui. Il a remis les documents reçus d'Espagne à la section de recherche de la gendarmerie. Le président de la République des valeurs s'est dit déterminé à mener son combat pour que la lumière soit faite sur les 37 milliards de francs CFA. Thierno Alassane Sall, que je vous propose de suivre, il est ici au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. À peu près, on a démarré. Et je pense que les dossiers et les documents sont assez importants et exhaustifs pour qu'on prenne le temps de les regarder en profondeur. Je crois que nous sommes aujourd'hui à une étape décisive. Je dois rappeler que nous avons reçu un certain nombre d'informations venant d'Espagne. Ces informations ont été communiquées à l'avocat de notre parti et de notre camarade qui porte l'affaire en Espagne. Il est évident qu'il y a des éléments qu'on peut communiquer officiellement, il y a d'autres qu'on ne peut pas communiquer, mais l'essentiel est que la justice sénégalaise, à travers la section de recherche aujourd'hui, dispose de suffisamment d'informations pour très rapidement boucler son travail. À travers 2 ou 3 sociétés, qui les a retirés et pourquoi, ce qui n'est pas arrivé au Sénégal, pourquoi ce n'est pas arrivé au Sénégal et vers quelle destination. Je rappelle que sur 37 milliards, seuls 7 milliards seraient effectivement arrivés au Sénégal à la date d'aujourd'hui. L'argent là n'a pas été perdu pour tout le monde. 2 ans, l'argent n'est pas venu au Sénégal, il y en a qui en ont bénéficié. Il y a au Sénégal des gens qui ont refusé, qui sont tapis dans les plus hautes sphères de l'État, qui savent ce qui s'est passé, qui ont refusé qu'on enquête, qui ont fermé la bouche, les yeux, les oreilles sur le fait que 37 milliards ont disparu, que les Espagnols ont dit attention, il y a des risques que ces 37 milliards soient perdus, et ils ont entrepris une opération de camouflage, d'enfumage pour tromper l'opinion en disant que les travaux se déroulent normalement sur le terrain, en faisant des rapports fallacieux ou en essayant d'aller en Espagne pour pousser Banco Santander et CSS de faire d'autres décaissements et en refusant de faire les enquêtes. Après plusieurs mois de silence et de négociations au point mort, le Fonds monétaire international a effectué une mission au Sénégal. C'est hier lundi jusqu'au vendredi. Au cours des discussions, la situation des finances publiques de notre pays, la question de la dette et la relance de la coopération entre Dakar et l'institution de Bretton Woods. Retour sur un dossier qui pourrait peser lourdement sur l'avenir économique du Sénégal. Un récit de Mame Sokhna Dramé. Le Fonds monétaire international FMI a entamé une nouvelle mission au Sénégal qui se poursuivra jusqu'à vendredi. Une visite particulièrement attendue alors que les relations entre l'institution financière et les autorités sénégalaises traversent une période délicate depuis plusieurs mois. À l'origine de cette situation, les conclusions d'un audit des finances publiques ayant mis en lumière des écarts importants dans des données relatives à la dette et au déficit budgétaire du pays. Ces révélations avaient conduit le FMI à suspendre son programme d'appui financier au Sénégal, ouvrant ainsi une phase de discussion technique et de vérification. Depuis lors, les autorités sénégalaises multiplient les échanges avec les équipes du fonds afin de rétablir la confiance et de clarifier la situation des comptes publics. En janvier dernier, une nouvelle chef de mission du FMI avait été désignée pour suivre le dossier sénégalais et préparer la reprise du dialogue. Mais depuis février, les négociations n'ont enregistré que peu d'avancées concrètes. Le FMI réclame davantage de garanties sur la transparence budgétaire, la maîtrise de l'endettement et les réformes économiques envisagées par le gouvernement. La mission actuellement à Dakar doit permettre d'évaluer les efforts engagés par les autorités et d'examiner les perspectives d'un nouveau cadre de coopération. Les discussions portent notamment sur la soutenabilité de la dette, les équilibres macroéconomiques et les mesures destinées à renforcer la gouvernance des finances publiques. Pour le Sénégal, l'enjeu est de taille. Un accord avec le FMI constituerait un signal fort à destination des investisseurs et des partenaires techniques et financiers dans un contexte marqué par d'importants besoins de financement et par les ambitions de transformation économique du pays. Au-delà des chiffres et des négociations techniques, c'est la crédibilité financière du Sénégal qui se joue cette semaine à Dakar. Entre exigences de transparence et nécessité de financement, l'État est attendu sur sa capacité à convaincre pour renouer pleinement avec la confiance des bailleurs internationaux. Mame Sokhna Dramé, après un nouveau report de la rencontre attendue avec le ministre des Finances et de l'Économie et du Plan, le syndicat des travailleurs du Trésor accuse leur ministre de tutelle
de mépris envers les autorités ou bien envers les travailleurs du Trésor. Le syndicat annonce l'activation de son plan d'action avec un préavis de grève le 15 juin sur fond de tensions croissantes au sein du ministère des Finances, de l'Économie et du Plan. C'est un récit de Mariam Sodendiaï. La tension monte au sein du Trésor public sénégalais. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi son intention de déposer un préavis de grève à compter de son lundi 15 juin 2026 à la suite du report d'une audience prévue avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Selon le syndicat, cette rencontre devait se tenir le 12 juin à 11h dans le cadre d'un arbitrage destiné à trouver une issue à la crise qui secoue actuellement le ministère. Toutefois, l'audience a été reportée à la dernière minute. La SUTT souligne qu'il s'agit d'un deuxième report du même type après celui enregistré le 26 mai dernier. Le syndicat dénonce un manque de considération envers les travailleurs du Trésor et tient le ministère responsable de toute détérioration du climat social. Le SUT affirme ainsi mettre en œuvre son plan d'action adopté lors de son assemblée générale extraordinaire du 23 mai. Le syndicat appelle enfin ses agents du Trésor à rester mobilisés pour défendre leurs revendications. Mariam Sodendiaï, réunie lundi en session délocalisée ici à Dakar, les membres de la commission mixte de la CEDEAO ont placé l'accès à une énergie fiable, adorable et durable au cœur de leurs travaux, déterminés à faire de l'électrification rurale un puissant levier de développement. Les parlementaires entendent transformer le potentiel des énergies renouvelables en opportunités économiques concrètes pour les populations, en passant du plaidoyer des actions porteuses d'impact dans l'ensemble de l'espace CEDEAO. Je vous propose de suivre les propos de Babacar Ndiaye, de Fanta Kone plutôt. Elle est la coprésidente de la commission mixte de la CEDEAO. Notre mission intervient dans un contexte marqué par un déséquilibre préoccupant entre l'offre et la demande énergétique dans notre espace sous-régional. Moins de 40% de la population rurale a accès à l'électricité. Dans certains de nos États membres, ce taux tombe même en dessous de 10% dans les zones les plus reculées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, chers collègues? Cela signifie que des millions de nos concitoyens, en particulier des femmes et des jeunes, vivent sans éclairage le soir, sans possibilité de conserver leur récolte, sans accès à l'information et sans moyens adéquats de développer de petites activités génératrices de revenus. Et nous restons dans cette rencontre où la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal a lancé une session de formation à l'intention des personnels opérationnels de la gendarmerie nationale. C'est une autre activité, excusez-moi, cela en vue de mieux les outiller face aux défis sécuritaires et migratoires soutenus par l'Union européenne à travers le programme opérationnel conjoint POC2. L'initiative vise à renforcer les compétences des forces de sécurité en matière de respect des droits humains, de protection des personnes vulnérables et de lutte contre la traite des êtres humains. Amsatou Sow Sidibé est la présidente de la Commission des droits humains ici au Sénégal. Je vous propose de la suivre. Je voudrais rappeler que le programme conjoint 2 vise à renforcer l'intégration des droits humains dans les interventions des forces de sécurité intérieure à travers une mission d'observation, de surveillance et de formation couvrant l'ensemble des axes du programme. Cette première session marque le début d'un processus ambitieux de renforcement des capacités en matière de droits humains, Madame la Présidente l'a dit tantôt, articulé autour de 6 modules complémentaires. Le module qui nous réunit aujourd'hui est consacré à l'introduction aux droits humains et au cadre juridique dans le contexte de la lutte contre la migration irrégulière. Il revêt une importance particulière. Il permettra en effet aux participants de renforcer leurs connaissances sur les principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux.
Parlons politique à présent. Dans cette édition, le Parti socialiste semble être dans une situation délicate ces derniers temps. Trop de remous entre les leaders socialistes. Ce samedi dernier, l'Assemblée générale du parti n'a pas pu se tenir. Tout est parti de l'intervention de certains leaders du parti d'accéder à l'intérieur de la maison du Parti socialiste. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette histoire? Nous suivons les explications de Daour Sagna. Il est le secrétaire général national des enseignants du Parti socialiste. Il est ici au micro d'Ibrahima Khalil Djemé. Ce qu'il y a à dire comme part de vérité par rapport aux événements qui sont passés le samedi lors de l'Assemblée générale élargie au juge de coordination et qu'on peut taire, c'est le fait que nous sommes venus parce que le silence était désormais signe de complicité et que je suis venu parce que des camarades à moi, des socialistes toujours, ont subi une injustice méthodique, organisée et profondément scandaleuse. Et ces camarades sont des signataires du manifeste Dundal, en l'occurrence dirigé par le ministre Arundoy et le ministre Serigne Beytia. Ce qui s'est passé, c'est qu'on peut d'abord commencer par une question simple. Que font des socialistes sincèrement quand ils voient leur parti aller à la dérive? Ils écrivent un manifeste, ils alertent, ils sonnent l'alarme. C'est exactement ce qu'ont fait les signataires du manifeste Dundal. Pas d'ombre, pas en cachette, publiquement, fraternellement, loyal. Ils ont dit, attention, nous prenons une mauvaise direction. Attention, des pratiques corrosives sont en train de détruire notre maison commune. Et quand on fait à cette alerte, on les a insultés, on les a moqués, on les a traités de fauteurs de troubles et la direction leur a ri au nez. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Le parti traverse des moments les plus sombres de... Maintenant, l'Assemblée générale a été une catastrophe parce qu'il y avait des nervis. Le jour de l'Assemblée générale, une assemblée que la direction avait elle-même convoquée. Les signataires du manifeste sont venus naturellement, les hauts responsables se sont présentés normalement, démocratiquement et voulaient participer, débattre et contribuer. Mais savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé à la poche des nervis. Oui, des hommes non membres du parti qui étaient postés à l'entrée de la salle, chargés de filtrer, de contrôler et d'intimider certains camarades qui devaient participer à cette rencontre et qui, les militants socialistes, se sont vus refuser l'entrée d'une assemblée de leur parti par des gens qui ne sont même pas adhérents. Je demande là-bas, où est le respect des textes? Où est la démocratie interne? Où est la fraternité? Il n'y en a plus. Et il n'y a plus que de l'arbitraire. Accès universel à l'énergie. Des acteurs du secteur et responsables du groupe Assistance Maintenance Équipement électronique engagent la bataille aux côtés de l'État à travers une formation destinée à une vingtaine de techniciens en collaboration avec Selpac France, une occasion saisie par les acteurs pour solliciter de l'État la facilitation de leur dédouanement du matériel et un appui. Nous aurons leur réaction dans nos prochaines éditions. Direction Tivaouane, où les travaux de drainage des eaux pluviales sont exécutés à 60%. En visite ce week-end sur les chantiers de drainage, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, s'est déclaré satisfait du niveau d'exécution des travaux. Les explications de Cheikh Tidiane Dièye que je vous propose de suivre. Structurant, peut-être le plus grand que la ville de Tivaouane connaît et qui n'est qu'un point de départ, comme je l'avais dit. Vous savez qu'il s'agissait au début de réaliser un canal sur une quinzaine de kilomètres qui devait desservir ou drainer l'essentiel des quartiers qui étaient des quartiers difficiles de la ville de Tivaouane. Et après discussion avec les parties prenantes, les autorités religieuses, et en évaluant les besoins qui ont été exprimés, ce canal a été porté jusqu'à 22 km par rapport aux 15 qui étaient initialement prévus. Et aujourd'hui, au total, sur le lot 1 et le lot 2, avec tout ce qui est émissaire, collecteur, canal principal et autres, on est à peu près à 60% de taux de réalisation, ce qui est un taux extrêmement important, très appréciable au regard de notre programmation, mais également de l'imminence de l'hivernage et de tout ce que nous avions programmé pour pouvoir le terminer. Inch'Allah, si les choses continuent de se dérouler comme c'est le cas aujourd'hui, nous devrions pouvoir le terminer à la fin du mois de juillet et pouvoir le livrer et déjà commencer, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, à voir les premiers résultats. Ce que j'ai vu me satisfait, ce que j'ai vu me rassure quant à la qualité technique de l'ouvrage, et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter et encourager l'entreprise en charge qui a fait de son mieux pour respecter non seulement les délais, c'était ma demande initiale, c'était un impératif de respect des délais, mais surtout aussi de garantie de la qualité de cet ouvrage.
Cet élément de Chertidiane Djei met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène en Centrafrique où l'état-major des forces armées centrafricaines rejette fermement les accusations l'impliquant dans un supposé projet de renversement du régime en place. Depuis plusieurs jours, des messages relayés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, mais aussi au sein de certains cercles politiques font état d'une présumée tentative de déstabilisation des autorités. Des informations que l'armée qualifie de fausses et de dénuées de tout fondement. Et au Moyen-Orient, le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis a été signé à distance hier, mais cette signature sera officialisée lors d'une cérémonie ce vendredi à Genève en Suisse à laquelle assistera le vice-président américain Vance. Le contenu du texte n'est pas encore connu officiellement, mais c'est un point de départ avant des négociations parvenir à un accord définitif. Donald Trump a affirmé que le détroit d'Ormuz serait complètement ouvert vendredi et après 15 semaines de combat qui ont fait près de 3800 morts et plus de 11 500 blessés, des civils en majorité. Le cessez-le-feu semble tenir au Liban malgré quelques accrochages entre l'armée israélienne et les Hezbollah en certains points du front dans le sud du pays. Et malgré l'annonce par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que son armée ne se retirera pas des zones qu'elle a occupées, un timide mouvement de retour des déplacés a été enregistré, surtout dans les localités situées au nord du fleuve Litani. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi s'est entretenu hier par téléphone avec le président Joseph Aoun et le chef du Parlement Nabi Berri pour les informer de l'entrée en vigueur immédiatement et pour une période de 60 jours du cessez-le-feu au Liban. À présent, c'est la page sportive. Alors, comme vous le savez, jour de match aujourd'hui pour le Sénégal. Lamine Senghor, bonjour. Vous êtes bien en maillot Sénégal. Oui, avec surtout les 2 étoiles à côté. Cela montre encore une fois que nous sommes double champions d'Afrique. Ah oui, ça personne n'y pas absolument rien du tout. Ni même les Marocains. Personne, je dis personne. Donc ça veut dire que je parle aux Marocains, bien sûr. Vrai, alors, Coupe du Monde 2026, jour du match, le Sénégal fait son entrée en matière face à la France cet après-midi. Oui, vous l'avez dit, exactement à 19h, le coup d'envoi sera donné. Le Sénégal joue son premier match dans cette Coupe du Monde 2026 et ce sera donc face à la France, je le disais tout à l'heure, à 19h au stade MetLife Stadium, un stade de plus de 80 000 places. 24 ans après, les 2 nations s'opposent en premier match de phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. Après, rappelez-vous, l'épopée 2022, match remporté alors par le Sénégal sous le score d'1-0, but marqué par le défunt Pape Bouba Diop, paix à son âme. Pape Thiaw, en conférence de presse hier, est revenu justement donc pour afficher sa confiance et la confiance de l'équipe nationale du Sénégal avant cette rencontre. Le coach de l'équipe nationale du Sénégal estime que les matchs de préparation ont bien servi à son groupe. Le technicien dit bien vouloir compter sur la force collective de son équipe pour répondre présent. Tout est mis en place et il faut donc le dire, l'état d'esprit est tout positif à raconter ou en tout cas à affirmer Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, que je vous propose d'écouter. L'état d'esprit est très bon. J'ai des joueurs compétiteurs. Je suis un coach qui aime la compétition, qui aime les choses difficiles, parce que quand même on aime ça. C'est ça la beauté de ce métier. Et nos joueurs sont prêts pour faire ce match. Maintenant, après, il faut bien entamer cette compétition. Et après, c'est sûr, on joue demain contre la France, mais la compétition ne s'arrête pas que contre la France. Donc, on prépare nos matchs pareils. Donc, il y a la Norvège qui sera aussi un match très difficile. Il y a l'Irak aussi, pareil. Donc, voilà, nous, on est prêts. Et il y a tout l'effectif à ma disposition. Et demain, ça va commencer la compétition. Espérons qu'on va bien rentrer dans la compétition. C'est sûr, mais après, comme je l'ai dit, c'est le football. Hein. Et ça se joue sur le terrain, et les matchs se gagnent sur le terrain. Et c'est ce qui est important. Il faut être prêt, être déterminé, avoir l'envie. Et je pense que mes joueurs auront toutes ces qualités demain et pour pouvoir répondre face à cette équipe pour aller chercher ces 3 points. Toujours
avec lui, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, dit avoir à sa disposition tout le groupe. Aucun joueur, pour l'instant, n'est forfait, a-t-il indiqué hier, en tout cas lors de la conférence de presse. Un signal fort, positif pour le Sénégal avant ce derby très attendu face à la France. Pape Thiaw. Déjà, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai tout mon groupe à ma disposition. Et Kalidou Koulibaly, vous l'avez vu, le dernier match, il est rentré. Donc nos matchs de préparation nous ont bien servi. Et tous les joueurs qui ont manqué de temps de jeu ont pu l'avoir. Maintenant, on sait qu'on sera en face une bonne équipe française, un match qui va être très difficile. Et nous, on est préparés à ça. Enfin, comme vous venez de le souligner, ils ont des joueurs vraiment classe mondiale, mais nous aussi on en a. Et nous, on se repose plus sur notre collectif. Et espérons que demain, la réponse sera là. Je l'ai répété et je vais le encore redire. Tout mon effectif est à ma disposition. Donc je pense que c'est clair et net. Maintenant, après, c'est à moi et mon staff de faire les choix. Première équipe sur le classement FIFA, avec des bonnes individualités. Mais nous aussi, on arrive ici dans cette Coupe du Monde en étant champion d'Afrique. Et on a nos statuts, on est une grande équipe et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. On sait qu'on peut battre face à n'importe quelle équipe. Et on peut aussi perdre face à n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses. Maintenant, on est prêt pour débuter bien cette compétition, ce qui est important. Et on sait que, comme je l'ai répété sur la première question, débuter bien dans des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très bien pour une équipe. Merci. Et 24 ans à Lamine Senghor, après l'exploit historique de Séoul, le Sénégal retrouve la France dans un choc très attendu. Oui, ce sera donc ce soir à 19h entre souvenirs de 2002. C'est vrai que la génération 2002 ne se rappelle pas de cette épopée, notamment donc le match Sénégal-France en 2002. Esprit de revanche côté français et volonté de confirmer l'héritage des anciens pour les Lions du Sénégal. Cette affiche prestigieuse promet déjà une bataille intense dans les rangs sénégalais. Pape Thiaw, acteur de l'épopée de 2002, puisque étant joueur à l'époque, devenu aujourd'hui sélectionneur, rêve de guider une nouvelle génération vers un nouvel exploit face au Bleu de Didier Deschamps. Retour historique dans ce duel France-Sénégal, Pape Maguette-Ba. 24 ans après l'exploit historique de Séoul, le Sénégal et la France se retrouvent sur la scène mondiale pour un choc qui ravive de nombreux souvenirs. Ce mardi 6 juin 2026, Lions de la Teranga et Bleu ouvre un nouveau chapitre d'une rivalité marquée à jamais par la victoire sénégalaise 1-0 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. À l'époque, la France débarquait en Corée du Sud et au Japon avec le statut de championne du monde en titre. Mais elle avait été surprise par une voyante équipe sénégalaise portée par toute une génération dorée. Aujourd'hui, une nouvelle génération de talents sénégalais s'apprête à défier les Bleus avec l'ambition de perpétuer l'héritage de ces glorieux aînés. Double champion d'Afrique, le Sénégal version 2026 peut compter sur un sélectionneur qui connaît parfaitement cette histoire. Présent dans le groupe des Lions en 2002, Pape Thiaw est désormais à la tête de l'équipe nationale. Son objectif sera de conduire les Lions vers un nouvel exploit face à la formation de Didier Deschamps qui a longuement préparé cette confrontation afin d'éviter toute mauvaise surprise. Du côté français, l'histoire se transmet aussi de génération en génération. Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, fera partie de cette affiche. Son père était présent lors de la défaite de la France à Séoul, un souvenir resté gravé dans la mémoire du football français. L'histoire s'écrira donc une nouvelle fois entre deux nations qui se connaissent parfaitement. Plusieurs internationaux sénégalais ont grandi ou évoluent en France. La bande à Sadio Mané aura également à cœur de rendre hommage à la mémoire de Pape Bouba Diop, héros de 2002, auteur du but historique sur un service de l'âge Ousseynou Diouf. Adam. Oui, Lamine Senghor. L'histoire, elle est importante. Et que de beaux souvenirs. Oui. Que de beaux souvenirs. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, la génération 2002 ne se rappelle pas de ces souvenirs. Je ne sais pas, est-ce que vous vous rappelez peut-être mais bien sûr, dans des avec faits ce de ce but magique de Pape Bouba Diop, qu'Allah ait pitié de son âme. Amen. Une très belle équipe.
Une très belle équipe avec El Hadji Diouf, Fadiga. Et puis, c'était excellent. C'était des moments très forts. Et nous sommes nostalgiques et nous voulons cette confirmation. La confirmation aujourd'hui de cette victoire du Sénégal face à la France en 2002. J'espère bien qu'à 19h et puis vers 20h30, 21h, le Sénégal va sortir. L'équipe nationale va jubiler sur le terrain. Et le 12e Gaïndé ici au Sénégal, partout dans le monde, va également jubiler. Oui, je pense bien. En tout cas, on a espoir et on a confiance que justement le Sénégal puisse remporter ce match. Fatou Abdou, dans ce groupe I, sachez que l'autre match s'est joué déjà très tôt ce matin. Le match qui a opposé l'Iran face à la Nouvelle-Zélande, le prochain adversaire du Sénégal. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout. France-Sénégal, c'est à 19h. Et Irak-Norvège, ce sera donc à partir de 22h. C'est d'ailleurs l'autre match dans ce groupe, Irak et la Norvège. Et les autres résultats donc, des matchs d'hier, l'Arabie Saoudite a fait match nul face à l'Uruguay, 1 but partout. Là où l'Égypte a aussi également fait match nul face à la Belgique. L'Espagne s'est neutralisée avec l'équipe capverdienne, comme pour dire que pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe africaine qui a en tout cas enregistré une défaite dans cette Coupe du Monde, et c'est la Tunisie qui a été donc défaite 5 buts à 1 face à la Suède. Fatou Abdou Ndiaye, bien, l'actualité reste toujours dominée par le match de l'équipe nationale du Sénégal. Ah, mais on dit bonne chance. Union de prière pour l'équipe nationale du Sénégal. On gagne et on gagne. C'est tout. Et le Sénégal va gagner ce match très important, ce choc très attendu entre notre cher pays et la France. Alors nous restons bien sûr avec vous à la Senghor pour le dernier point de cette édition, et c'est la revue de la presse. Bonjour, le match de l'équipe nationale du Sénégal face à la France ce mardi à la une des quotidiens. Les Lions font leur entrée en matière à partir de 19h pour la Coupe du Monde 2026. Face à la France, le coq au menu des Lions. Titre, le quotidien national. Les Lions prêts à dévorer les